Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs d'Infomédia One, bonjour. Soyez les bienvenus encore une fois pour suivre votre émission Revue Hebdo, dont nous allons aujourd'hui aborder le numéro 8 avec notre invité Asset Malanda. Bonjour. Bonjour Asset. Asset Malanda est l'auteur de ce livre, Les étoiles noires de Nollywood. Elle va nous en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que Nollywood? Où ça se passe? C'est elle qui nous dira 2-3 mots là-dessus tout à l'heure. Nous allons commencer notre émission, Madame Malanda, par un CV Express. Voilà, pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, en quelques mots, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous? Merci. Tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui. Je vous en prie. Donc, je m'appelle Asset Malanda, jeune auteur. Justement, très récemment, j'ai sorti un livre qui s'intitule Les étoiles noires de Nollywood, qui est sorti en 2014. Et donc, je suis aussi une jeune militante panafricaniste sur la place parisienne. Voilà. Bon, c'est bien, c'est très court, c'est synthétique. Militante panafricaniste, ça tente bien. Nous allons parler de Robert Mugabe qui récemment a été porté à la tête de l'Union africaine. La militante panafricaniste que vous êtes, quel regard vous portez dessus? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Écoutez, en tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Cette nomination est une bonne nouvelle pour le continent africain. Puisque c'est vrai que l'Union africaine a toujours été présidée par des personnes qui, à mon sens, n'ont jamais eu de véritable projet de société, de civilisation pour le continent africain. Donc c'est vrai que cette nomination fait débat, fait polémique, mais je préfère avoir un homme très âgé, mais qui a une conscience politique vraiment accrue, une conscience politique sincère comparée à ses prédécesseurs. Donc je pense que lorsqu'on connaît un petit peu le personnage Robert Mugabe, lorsqu'on connaît un petit peu la vie la vie politique et la vie militante de Robert Mugabe, on est censé être content en tout cas de cette nomination. Et lors de son discours, en tout cas, il a annoncé qu'il devrait en tout cas reprendre l'ancien dossier, le cheminement en tout cas de Kwame Nkrumah. Donc c'est une très bonne nouvelle. Présider la commission de l'Union africaine, enfin être à la tête de l'Union africaine, c'est une année. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendez de lui sur une année? Bon, c'est vrai que c'est une année. Sur les une année, il ne pourra pas rattraper en tout cas toutes les choses non faites par les autres. Mais je pense qu'en une année, il peut déjà imposer justement quelques idées viables, imposer le temps, donner la marche à suivre en tout cas à ceux qui vont le succéder en tout cas. Je pense qu'il pourra quand même faire quelque chose en un an. C'est possible. Donc voilà, vous êtes militante panafricaine, panafricaniste, vous l'avez dit. Bon, Mugabe vous appréciez, mais justement, toujours le panafricanisme, c'est un sujet d'actualité. Par rapport à la jeunesse, parce que vous êtes jeune, comment vous parlez de panafricanisme avec des gens qui ont plus ou moins votre âge? Comment le message peut leur être perçu, peut leur être adressé? Parce que vous-même, vous avez dit qu'avant Mugabe, ceux qui étaient là à la tête de l'Union africaine, bon, voilà. Ah oui, c'est vrai que la question du panafricanisme est une question sans fin. C'est vrai que le panafricanisme, c'est pas évident parce que ça parle pas aux jeunes, ça parle pas tout simplement à beaucoup d'Africains. Comment et pourquoi ça ne parle pas? Comment et pourquoi? Parce que je pense qu'on a aussi une responsabilité dans cette histoire. C'est vrai que quand on connaît un petit peu l'histoire du panafricanisme, le panafricanisme a beaucoup été élitiste en fait. Donc je pense que rien que sur ce fait-là, donc ça a jamais été en tout cas diffusé aux masses. Donc par rapport à ça, les gens ne se sentent pas concernés, les jeunes ne se sentent pas concernés. Et je pense que nous aujourd'hui, humblement, en tout cas la mission qui nous incombe est de pouvoir trouver des stratégies simples pour pouvoir justement apporter cette idéologie aux plus jeunes, notamment dans les quartiers, parce que le panafricanisme pour moi, je pense qu'aujourd'hui on doit pouvoir le populariser, le vulgariser au plus grand nombre, en faisant attention à ce que
ce dont aiment les jeunes en fait. Il faut qu'on s'adapte pour leur parce que bon, on peut pas arriver avec un discours purement politique en leur disant oui, vous savez, le panafricanisme, voilà, c'est une idéologie politique qui consiste à unir tous les Africains et ceux de l'extérieur en faisant ceci. La politique, ça parle pas à tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter à la jeunesse et proposer des choses pour que... Adaptation. Puissent, voilà, on va retenir ce mot, merci. Pourquoi avoir écrit ce livre et de quoi s'agit-il là-dedans? Pourquoi avoir écrit ce livre? Tout simplement... Déjà, comme je le disais tantôt, je suis une militante panafricaniste. Et donc pour moi, voilà, je suis une militante panafricaniste. J'ai également, je suis issue aussi de la banlieue. Et donc j'ai une la banlieue parisienne. La banlieue parisienne. Et donc j'ai une culture urbaine aussi. Et donc étant panafricaniste, j'ai beaucoup souffert en fait de l'image négative que véhiculent en fait les médias de l'Afrique. C'est vrai que étant passionnée de cinéma, de littérature et de culture en général, j'ai voulu en fait apporter ma contribution humblement en proposant en tout cas ce qui se fait de bien, de positif en matière de cinéma sur le continent africain, sachant que le Nigeria est quand même est devenu le premier pays producteur de films au monde. C'est vrai que dans le livre, étant donné que le livre est sorti en 2014, donc à cette époque-là, selon les données que j'avais, le Nigeria était deuxième producteur de films au monde. Aujourd'hui, la donne a changé. Donc mon choix s'est porté sur le Nigeria parce que sur le continent, ils sont premiers en matière de production cinématographique et aussi à l'échelle mondiale. Donc il fallait que le monde le sache, tout le monde le découvre, notamment les Africains. D'accord, c'est de l'auto-édition, c'est bien ça? Oui, de l'auto-édition. C'est quelque chose que vous avez proposé à quelques maisons d'édition ou pas du tout? Pour le moment, non, j'ai pas voulu, c'est volontaire de ma part parce que dans un premier temps, parce que quand on n'est pas connu dans le monde de l'édition, même dans le monde de la littérature, c'est pas évident de trouver une maison d'édition qui veuille en tout cas publier une jeune qui débute. Et donc du coup, moi j'ai voulu asseoir un petit peu ma petite notoriété pour gagner en crédibilité. Et j'ai voulu également, en tout cas connaître tout le processus à partir de la réalisation, production, jusqu'à la vente. Voilà, jusqu'à la vente, connaître un petit peu les difficultés, savoir ce que c'est que ce monde-là. Et après, le second, justement, je suis en train de réfléchir à trouver une maison, on verra. D'accord. Et le second parlera également au cinéma ou pas? Non, le second, ce sera sur plusieurs sujets d'actualité qui fait polémique au sein de la communauté noire et dans le monde aussi en général. On ne sera pas déçu. Nous revenons à l'actualité. Au Sénégal, une caravane circule. Voilà, tout le long du Sénégal, pour que Cheikh Anta Diop soit enseigné dans les écoles et à l'université. Encore une fois, la militante panafricaniste que vous êtes interpellée, comment vous accueillez ça? Et surtout, comment vous concevez le fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'enseigne pas cet homme, surtout dans son propre pays d'origine? Waouh, décidément aujourd'hui il n'y a que des bonnes nouvelles. Non mais je suis ravie de l'apprendre parce que bon, Cheikh Anta Diop il n'est plus à présenter pour ceux qui connaissent l'homme. C'est pour moi Cheikh Anta Diop en tout cas ses œuvres ont beaucoup contribué à la vision que j'ai aujourd'hui du continent africain, de l'histoire de l'humanité en général. Et c'est un homme qui a participé à l'avancée de l'histoire humaine déjà, et en particulier celle du continent africain. Et c'est vrai qu'il a toujours été combattu, que ce soit au Sénégal même, en Afrique et en France. Et c'est dommage. Et aujourd'hui, apprendre cette nouvelle-là... je pense que c'est une bonne chose, en tout cas pour la jeunesse sénégalaise. Ils doivent en tout cas connaître qui est Cheikh Anta Diop parce qu'il nous a permis de nous décomplexer en matière d'histoire et c'est un grand savant, un grand historien. Alors il nous reste 5 minutes, on va accélérer, voilà, c'est la réalisation. On va parler technologie. Donc au Congo, il y a un jeune homme qui s'appelle Véron Monkou, et au Cameroun, même s'il vit aux États-Unis, il s'appelle Tony Smith. Ils se sont spécialisés dans les tablettes numériques et ça marche plutôt bien. Là aussi, quel regard vous portez sur ce genre de réussite? Vous allez encore me dire une bonne nouvelle?
Oui, c'est vrai que j'étais au courant en ce qui concerne le Congolais Véron Mongo, c'est ça. Oui. Mais par contre, le jeune Camerounais, je ne le savais pas. C'est très bien. Je pense qu'aujourd'hui, le continent africain est justement obligé d'entrer dans cette ère des NTIC. Et voilà, le Congo est heureux d'avoir un nouveau Steve Jobs du continent africain. C'est très bien et c'est vraiment un enjeu qui nous est imposé en fait. On ne peut pas faire autrement et c'est une bonne nouvelle. Et le fait original en tout cas dans ces créations, je pense que ces créations s'adaptent en fait au quotidien des Africains et c'est ce que je trouve bien en fait. C'est pas un simple copier-coller de toutes les tablettes qui existent déjà. Je pense que c'est une bonne chose. La jeunesse africaine a compris que il faut prendre le destin du continent en main, notamment dans tous les domaines possibles. D'accord. Alors, un coup de cœur, qu'est-ce qui vous a frappé, on va dire, cette semaine, la semaine passée, quelque chose qui vous a plu? Ce qui m'a plu, c'est l'écrivaine nigérienne Chimamanda Ngozi Adichie. Je suis tombée tout simplement fan de ses travaux, de sa façon, de sa vision des choses, de sa vision aussi du monde, de l'histoire, pour une personne qui n'est pas un Africain, qui n'est pas forcément dans un combat quelconque, militante. C'est de la fraîcheur au niveau de la littérature africaine et en ce moment j'en dévore. Et un coup de gueule, quelque chose qui vous a énervé? Un coup de gueule, beaucoup de choses. Une chose, Boko Haram. Boko Haram, donc voilà, c'est mon coup de gueule. C'est la nouvelle menace en Afrique aujourd'hui, le terrorisme, on ne doit pas l'ignorer. Bon. Voilà. Alors, vous êtes originaire du Congo, vous avez dit. Oui. Un mot ou une phrase dans une langue africaine, mais pas le lingala. Il faut trouver une langue africaine, un mot ou une phrase. Souci. Avec la signification en français, évidemment. Je vais faire au plus simple. Mbolo. Ce qui signifie bonjour. Dans quelle langue? Alors, je ne vais pas raconter des conneries, mais je pense que c'est en fond du Gabon, Mbolo, qui signifie bonjour. Bravo. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Bon, nous allons terminer. En tout cas, nous avons été très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Un petit mot peut-être sur le collectif Ozar dont vous êtes membre. Qu'est-ce que vous faites? Alors, le collectif Ozar est un collectif d'associations. Donc Ozar, c'est un sigle qui signifie tout simplement Association unie pour l'Afrique, et solidaire pour sa renaissance. Donc voilà, dont je suis la vice-présidente. D'accord, c'est parfait. Mais en tout cas, Asset Malanda, merci d'être passé nous voir avec votre livre Les Étoiles Noires de Nollywood. Merci. Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci encore pour votre attention. Les 15 minutes sont écoulées. Nous vous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro qui, j'espère, sera le 9e si je ne me trompe pas. À très bientôt. Nous vous disons au revoir.